Vendredi 20 juillet 2018, l'Institut des sciences de l'information et de la communication relance sa radio. C'est à l'occasion de la sortie de la 30e promotion de l'Institut, ISIC FM créé en 1976 et plusieurs fois interrompu, émet donc de nouveau. Sur les berges du lac Bam ce jeudi, le ministre de l'eau et de l'assainissement, Ambroise Ouédraogo, et ses collaborateurs sont allés constater l'état d'avancement des travaux de restauration de la retenue d'eau. Et puis la campagne présidentielle bat son plein au Mali à 10 jours du scrutin. Les populations ne se pressent pas pour retirer leurs cartes d'électeurs. Plus de 3 millions de cartes attendent toujours leurs propriétaires. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 et l'audience ce jour du sergent-chef Bouda Mahamadou. Lui, son tort, c'est d'avoir gardé les autorités de la transition durant leur séquestration au palais présidentiel. L'acte lui vaut d'être poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires. Luc Pagbelgem. Dans le putsch manqué du 16 septembre 2015, chacun a joué un rôle. En ce qui concerne le sergent-chef Mahamadou Bouda, c'est un rôle de gardien des autorités qu'il a joué. Alors même qu'il était sur son chantier, l'adjudant Nion le somme de se rendre au palais. À son arrivée, le major Badiel lui demande d'apprêter une salle pour des gens qui allaient être arrêtés. À sa grande surprise, il voit débarquer le président du Faso, Michel Kafando, le premier ministre, le ministre Augustin Loada. Il les a conduits dans une salle. Plus tard, il apprend que c'était un coup d'État. N'étant pas pour et ne pouvant pas fuir et menacé par le soldat Zouré, il entreprend de trouver par ses propres fonds des effets de toilette aux autorités. Il a eu très peur. La première nuit, les autorités n'ont pas mangé. Après, le capitaine Dao l'envoie voir le colonel Deka qui les fera chercher avec d'autres militaires, des techniciens de l'ARCEP pour retrouver la radio fantôme qui émettait sur la 108.0. Plusieurs tentatives après, ils vont se retrouver à Savane FM pour interrompre la radio. Sur les lieux des jeunes à qui il s'est opposé, menacé de tirer une roquette sur la radio. Et face à son refus, ces jeunes ont emporté du matériel dans le véhicule de Koussoubé au camp. Parquet et avocat de la défense croient en la sincérité de la déposition de l'accusé. Très honnêtement, j'ai trouvé une très grande clarté dans ses propos. J'ai trouvé quelqu'un qui avait envie de dire tout ce qui s'est passé pour se libérer. Et je crois que c'est quelqu'un qui, au fond, d'abord est quelqu'un de bien, parce que même il a traité les détenus, les prises en otage avec beaucoup d'humanisme. Il a donné instruction de ne pas détruire les biens de qui que ce soit. Donc, en tout cas, il nous aide à avancer en nous décrivant exactement ce qui s'est passé. Que ce soit au niveau de la radio Savane FM, ou que ce soit au niveau de la présidence le jour des arrestations. L'accusé a également eu à débarquer un jeune de son véhicule suite à un tir de ce dernier. Il confie que lui aussi il se sentait en otage comme les autorités. Auparavant, il avait eu à garder des militaires RSV arrêtés suite à la tentative d'assassinat du général Gilbert Diendéré le 29 juin 2015. Pour cela, on le qualifie de geôlier, mais le major Badiel avait déclaré à la barre qu'il avait fait appel au chef Bouda au vu de sa connaissance du palais présidentiel. Mais ce qui est certain, c'est que lui, il dit que les autorités étaient menacées par des militaires et quand lui a voulu intervenir pour leur dire de faire attention qu'il s'agit quand même des autorités, lui-même a été pris à partie. Et c'est pour tout ça que nous avons trouvé beaucoup de qualités dans ce monsieur. Et nous pensons que l'audition va se poursuivre demain avec lui et ça va permettre de faire une meilleure idée sur sa personnalité et sur ce qu'il a fait. L'interrogatoire du sergent-chef Mahamadou Bouda se poursuit ce samedi. Avant lui, l'adjudant Michel Birba et le soldat Pascal Moukoro se sont succédés à la barre. Ça y est, le vaccin antipoliomyélitique inactivé par voie injectable a été introduit ce vendredi dans la vaccination de routine au Burkina Faso depuis le district sanitaire de Nongmassom à Ouagadougou où s'est déroulée la cérémonie officielle. Les autorités compétentes ont lancé un appel en vue de l'éradication totale au Burkina Faso de la polio, cette maladie qui peut entraîner la paralysie chez l'enfant. Adiata Kotriabié, Natacha Ouedraogo.
Une seule piqûre pour sauver les enfants de la poliomyélite. C'est donc parti pour l'introduction du vaccin antipoliomyélitique inactivé par voie injectable dans la vaccination de routine au Burkina Faso. Ainsi, le gouvernement burkinabé s'approprie les recommandations du plan stratégique mondial d'éradication de la poliomyélite. De mettre à la disposition du Burkina un nouveau vaccin anti-polio inactivé et qui permet effectivement de lutter plus efficacement contre cette maladie paralysante qui est la polio, que vous connaissez tous et qui a fait déjà des dégâts dans notre pays. Heureusement que des efforts ont été faits par le gouvernement du Burkina, mais aussi par les partenaires, les organisations internationales qui nous accompagnent utilement. Ce nouveau vaccin antipoliomyélitique inactivé par voie injectable va renforcer la protection donnée par les doses précédentes du vaccin antipoliomyélitique par voie orale. Et c'est une arme puissante selon le professeur Nicolas Méda, ministre de la Santé. Pour montrer la facilité de vaccination par la voie injectable, qui n'est pas une voie nouvelle, puisqu'il y a d'autres vaccins qui passent déjà par cette voie depuis que nous avons mis en place le programme élargi de vaccination. Le vaccin polio oral a été enlevé parce que le vaccin polio injectable est plus puissant que le vaccin polio oral, puisque nous allons vers l'éradication. Pour qu'il n'y ait plus du tout de polio dans le monde, il faut que tous les pays ne trouvent plus le virus sauvage dans leur environnement. Ainsi, afin d'obtenir l'effet escompté, c'est-à-dire arriver à l'éradication de ce fléau au Burkina Faso, un appel est lancé à ses fils et filles. Il nous semble important de rappeler qu'il est indispensable que les populations, notamment les mères des nourrissons de 0 à 11 mois, les autorités administratives, les autorités locales traditionnelles, coutumières et religieuses s'engagent pleinement pour assurer que tous les enfants de cette tranche d'âge seront présentés au service de vaccination pour recevoir leur dose de vaccin. Sans cela, tous les efforts déployés resteront vains à cause du risque de retour de la poliomyélite à long terme. Cette campagne de vaccination concerne les enfants âgés de 4 mois. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a par ailleurs été désigné champion du monde de la vaccination par l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, dans le but de soutenir les investissements visant à améliorer la santé des familles les plus pauvres de la planète à travers l'amélioration de l'accès à la vaccination. S'adapter aux exigences du monde moderne avec notamment les nouveaux cas d'urgence chirurgicale. Tel est l'objectif visé par la Société burkinabé de chirurgie à travers l'organisation de son 4e congrès ordinaire. L'activité débutée hier à Ouagadougou réunit une centaine de participants et d'invités venus de 10 pays. Bessogré, John William Somda. 72 heures, c'est le temps que se donnent les membres de la Société burkinabé de chirurgie Sobuchi pour réfléchir sur les enjeux et les défis liés à l'exercice de leur profession. Du 19 au 21 juillet, ils seront près de 200 pour le 4e congrès ordinaire de la Société. Au moment d'aborder les sujets cruciaux, les congressistes aborderont plusieurs thèmes. La gestion des victimes liées au terrorisme, c'est-à-dire la chirurgie de guerre, les transplantations d'organes et les besoins liés à celle-ci, la stratégie nationale des soins chirurgicaux et les urgences dans le domaine chirurgical. Après plusieurs années d'existence, la Sobuchi tient son 4e congrès au moment où le Burkina Faso connaît une déferlante en matière d'attaques terroristes. Ce qui, sans doute, est le moment propice pour faire le bilan de santé de la Société burkinabé de chirurgie. Je peux dire que nous sommes encore dans un stade où il reste beaucoup à faire. Je ne peux pas donner un état des lieux spécifique, mais je sais qu'il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire surtout sur la formation. Il y a certaines disciplines où vous avez 1 ou 2 spécialistes. Il faudrait combler ces gaps-là. Il y a certaines disciplines où les infirmiers ne sont pas bien formés. Il faut combler ce gap. Il y a certaines disciplines où on n'a pas du tout les moyens quand vous sortez de Ouaga
en termes de matériel, en termes de consommables, en termes de médicaments. Il faut combler ce trou-là. Donc vous voyez que ça fait déjà beaucoup. Donc à Cité, on va faire une grande montagne, mais nous ne regardons pas la montagne. Nous savons qu'en prenant les éléments un à un, nous arriverons bientôt à faire que la chirurgie sera au meilleur niveau dans notre pays. Représentant le patron de la cérémonie, le ministre de la Santé en a profité pour vanter le bien fondé de ce 4e congrès ordinaire. Vous savez que le Burkina existe depuis longtemps. Quand j'ai lu les documents de ce congrès, je me suis renseigné pour savoir quel était le plan stratégique national que le Burkina avait pour la chirurgie et j'étais étonné d'observer qu'il n'en avait jamais eu. Et donc, au sortir de ce congrès, avec les recommandations que nous recevrons, ce sera une instruction ferme pour que le Burkina se dote d'un plan stratégique national de chirurgie. À l'issue des 3 jours de congrès, les membres de la Sobichi espèrent trouver les voies et moyens pour une meilleure organisation de leur structure. Aussi, ils espèrent un appui orienté et régulier de la part de l'État. Santé de la reproduction et planification familiale à présent et on prend la direction de Houndé dans le Tui où la caravane de sensibilisation et de plaidoyer du projet Suède a séjourné du 2 au 6 juillet dernier. Le récit d'Abdourazak Traoré. Nous sommes à Koumbia dans la commune de Houndé dans le Haut-Bassin. À 17 ans, Honorine Boni est tombée enceinte d'un élève alors qu'elle était en classe de 4e. Son petit copain n'ayant pas les ressources pour prendre en charge la situation, Honorine est contrainte d'abandonner les bancs. Au même moment, sa sœur cadette, élève elle aussi, est grosse. Pierre Boni est leur père. Fervent évangélique, il était si choqué par les événements qu'il a expulsé ses filles et a même voulu se suicider à cause du poids sociétal. Après des conseils de proches, il décide de prendre en main la situation jusqu'à l'accouchement d'Honorine et l'accompagne même au centre de santé pour des soins post-natals. Pierre reconnaît également que s'il avait accepté de composer avec les méthodes de planification familiale, la situation serait différente. Alors Pierre est désormais prompt à motiver ses filles pour qu'elles utilisent les méthodes contraceptives. Voilà, les spécialistes des méthodes contraceptives n'avaient pas bien éclairé ma lanterne. Maintenant que je perçois mieux les avantages des choses, je composerai désormais avec. Elles permettront aux filles d'aller loin à l'école, synonyme de réussite. Voilà, c'est ça. Bon, et puis c'est qu'à la loquée. Outre le cas de la famille Boni, les équipes de la campagne de sensibilisation 100 jours pour convaincre sur la planification ont constaté un état peu reluisant de la santé de la reproduction dans les localités rattachées au district sanitaire d'Houndé. Un district où le taux de prévalence contraceptive est de 19%, alors que le taux national, lui, est à 22,5%. De Koumbia, en passant par Boni, Funza, Beriba, l'équipe de campagne a pu s'enquérir des réalités. La situation des filles enceintes est que l'année, nous sommes à 15 filles enceintes qui sont venues dans la formation sanitaire qui ont été enregistrées. Le moins âgé? La moins âgée est de 14 ans. La plus âgée est de 16 ans. Est-ce qu'elles sont scolarisées? Elles sont scolarisées. L'équipe de la campagne 100 jours pour convaincre sur la planification familiale est composée d'une caravane de presse, des équipes de plaidoyer, de prestations gratuites dans le domaine de la santé et de la reproduction et d'un groupe d'animation grand public. 4 équipes pour un même objectif, contribuer au changement social et comportemental. En rappel, la campagne est financée par Suède, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. De dividendes démographiques et de planning familial, il est aussi question à l'Institut supérieur des sciences de la population des journées portes ouvertes hier et aujourd'hui pour discuter de la question, une initiative de la Direction générale de l'économie et de la planification dans le cadre de la journée mondiale de la population. Roméo Kweta. Conscient des défis que pose la forte croissance démographique,
Le gouvernement burkinabé s'est engagé à œuvrer pour l'accélération de la transition démographique en vue de favoriser une croissance économique inclusive. Cette ambition est consignée dans l'axe 2 du PNDS, le Plan national de développement économique et social, qui vise à faire passer l'indice synthétique de fécondité de 5,4 enfants par femme en 2015 et faire baisser le taux de croissance démographique de 3,1% en 2006 à 2,7% en 2020. La Direction générale de l'économie et de la planification s'inscrit dans cette vision. Au cours de ces journées portes ouvertes, la question était au cœur des échanges. On a fait beaucoup d'efforts au niveau national en termes d'infrastructures éducatives. On a fait beaucoup d'efforts en termes d'infrastructures sanitaires. Mais toujours, on a des élèves qui sont sous paillotte. Parce que la croissance démographique ne suit pas, plombe les efforts économiques qui sont faits. Et ce que l'on a injecté dans le budget de l'éducation en 10 ans, je peux dire que ça a été multiplié par 3, voire par 4. Mais malgré tout cela, le financement n'arrive pas donc à couvrir les besoins de l'éducation. Parce que nous avons donc, je ne dis pas que nous avons beaucoup d'enfants, mais nos efforts démographiques plombent un peu tout ce que nous faisons donc comme effort économique. Il s'agit donc de faire en sorte que les contraintes liées à la croissance démographique n'annihilent pas les efforts de développement du pays. Pour y arriver, la sensibilisation demeure pour l'instant la méthode appropriée, à en croire le directeur général de l'économie et de la planification. Une problématique, elle est culturelle, elle est sociale. Pour changer cela, ça nécessite beaucoup de temps. Et j'allais dire, c'est aussi des tendances lourdes. Quand on parle des questions de population, ce sont des tendances lourdes. Ce ne sont pas des questions qui viennent du jour au lendemain. Et tout ce qui implique des questions de changement de mentalité implique des questions donc de lutte de longue haleine. Ces journées portes ouvertes de la Direction générale de l'économie et de la planification se veulent donc un cadre de réflexion, d'échange et de sensibilisation sur les questions de dividendes démographiques au Burkina Faso. Cette année, elles se tiennent sous le thème « Faire de la planification familiale une réalité pour accélérer la transition démographique ». La 88.fm de retour dans le paysage médiatique burkinabé. Istik FM, première radio école du Burkina, n'émettait plus depuis 2014 sous le signe du renouveau. Elle a procédé ce matin au lancement de ses programmes. Alfred Thuy. Nous sommes en direct de la 88.9, Istik FM. La directrice générale de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication reçoit ce 20 juillet le président par intérim du CSC, le Conseil supérieur de la communication. Nous n'avons pas respecté les cahiers de charge du CSC. Quand vous avez une radio, vous devez émettre quotidiennement. Du fait que l'ISTIC auparavant n'avait pas suffisamment les moyens ni du personnel adéquat pour émettre quotidiennement, la radio était utilisée, fonctionnait seulement 3 semaines dans le mois. On ne respectait pas les règles, donc c'est tout à fait normal que le CSC nous retire la fréquence. Maintenant, comme nous avons eu les tenants et les aboutissants et que nous avons maintenant de la ressource humaine qualifiée, nous avons pu avoir un peu de moyens. Je ne vois pas pourquoi on va interrompre les émissions. Cette émission improvisée marque la reprise des programmes de Radio Istik, une radio créée en 1976 et dont le parcours a été jalonné de bien de péripéties. Interruption et reprise de programmes ont constitué les temps forts de la radio pionnière au Burkina Faso, mais la reprise d'antenne ce jour marque le renouveau. On va faire en sorte que la radio puisse fonctionner quotidiennement et on veut que la radio vraiment soit un outil d'apprentissage plus prononcé pour les stagiaires de l'ISTIC que les autres fois. Parce que les autres fois, on émettait seulement 3 semaines par an, donc les étudiants étaient en studio seulement que 3 semaines. Alors que cette fois-ci, ceux qui vont embrasser la spécialité radio seront constamment en radio. Et toute l'année scolaire, je pense que c'est eux qui vont même animer les émissions, ils vont aller faire des reportages, etc. Et pendant les vacances et les congés, on a un personnel ici qui est composé également des anciens journalistes et techniciens de l'ISTIC
qu'on a demandé à faire recruter ici pour être personnel de la radio. Et ils vont continuer donc l'animation. Les zones de la radio ISTIC couvrent Ouagadougou et ses environs. Le lancement de ces programmes entre dans le cadre des activités au menu de la cérémonie de sortie de la 30e promotion de l'Institut prévue pour ce 21 juillet. La plus grande retenue d'eau naturelle du Burkina Faso est sur le point de prendre un nouveau souffle. Le lac Bam, très éprouvé par le temps, est en pleine restauration. L'état d'avancement des travaux lancés en mars 2017 donne satisfaction au ministre de l'Eau et de l'Assainissement qui était sur les lieux ce jeudi. Samira Samandoulgou, Natacha Ouedraogo. Vrombissement de caterpillars et de camions, des bétonneuses et des hommes en gilets fluorescents. Aucun doute, le projet de restauration du lac Bam est en marche. Un an après le début des travaux, les résultats sont visibles. Le rehaussement du seuil est fait et ce radier de 25 cm plus haut que l'ancien permet de stocker plus de 6 millions de mètres cubes d'eau dans le lac. L'eau passait, toute l'eau passait et on n'arrivait pas à atteindre la fin de la saison pluvieuse. L'eau qui va rester va être encore plus volumineuse. Ça, c'est un acquis pour nous. Et de surcroît encore, vers son bassin versant, il y a un aménagement qui va être réalisé. Bon, il y a des gens qui ont besoin de faire le travail, mais ils n'ont pas les moyens de s'acquérir d'une motopompe ou quoi que ce soit. Et sur ça, ils vont profiter pour essayer de travailler et d'avoir peu pour venir à nourrir leur famille. Au nombre des ouvrages de réhabilitation du lac Bam figure la construction d'une route longue de 1,5 km et d'un pont. Ainsi, en temps de crue, les populations peuvent désormais franchir le lac. En visite sur le chantier, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement apprécie. La route que vous voyez donc avec les dallos règle un gros problème de désenclavement. En temps ordinaire, quand il pleuvait, la ville de Koungoussi était totalement coupée des secteurs et des villages comme Pouni, qu'on a regardé tout à l'heure, étaient totalement coupés aussi d'un accès direct au chef-lieu de la région qu'est Kaya. Alors il fallait des pirogues, il fallait des jonglages. L'an passé, à l'heure actuelle, si l'eau se déverse, pour traverser, il faut débourser 2000 francs pour aller y revenir. Et donc on peut garder ces 2000 francs-là pour tes frais de soins quand tu vas à l'hôpital qui est de l'autre côté. Avec un taux d'exécution de 60%, ces travaux s'inscrivent dans la première phase du projet de restauration et de valorisation du lac Bam. La maîtrise d'ouvrage prévoit la fin des travaux pour novembre 2018. Après le lac Bam, cap est mis sur le barrage de Kosoguin dans la commune de Pissila. Ici, c'est la digue et le déversoir du barrage qui sont reparés 10 années après leur rupture. Même si elles apprécient cet acte, les populations ont encore des doléances. Le barrage n'est pas profond. On peut le traverser d'un bout à l'autre sans problème. Il s'assèche 2 mois après la fin des pluies, ce qui nous empêche de faire des cultures de contre-saison. Nous voulons que le barrage puisse garder l'eau de la saison sèche à la saison pluvieuse pour nos cultures. De là, cette visite du ministère de l'Eau s'achève à Barkounba, dans le plateau central. Et ces chants et danses des populations en disent long sur leur état après la réhabilitation du barrage. Le plateau central où le programme alimentaire mondial intervient pour réduire l'incidence de la famine. 2 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par le PAM pour venir en aide à plus de 100 000 ménages en difficulté dans le Kourouégo et l'Oubritenga. Madina Sienou. Ces femmes font partie des 11 000 familles bénéficiaires de l'aide financière accordée par le PAM, le Programme alimentaire mondial, aux populations menacées par l'insécurité alimentaire au Burkina Faso, notamment dans les provinces du Kourouégo et de l'Oubritenga dans la région du plateau central. C'est au total 2 milliards de francs CFA qui seront distribués aux différents ménages selon une répartition bien précise. Le développement commence par la sécurité alimentaire, dit-on. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a décidé d'accompagner, d'aider ces populations à être résilientes face à cette situation. Il s'agit d'un système de transfert de cash, de transfert d'argent au sein des ménages. Dans chaque ménage, chaque personne bénéficiera d'un montant de 5 000 francs et cette aide-là se fera sur 4 mois au fin d'acheter des vivres ou
éventuellement, en tout cas, de sortir de cette situation d'insécurité alimentaire. Une action de solidarité qui sonne comme un devoir et un honneur pour le programme alimentaire mondial, dira le porte-parole de l'institution onusienne au Burkina Faso. Je voudrais juste saisir cette occasion pour remercier Madame la gouverneure, Monsieur le maire et la délégation de nous permettre, le programme alimentaire mondial, de confirmer notre assistance pour le plateau central, comme a clarifié Madame la gouverneure. Et nous nous réjouissons de continuer notre programme en collaboration avec les autorités. C'est l'ONG APIL, en collaboration avec le PAM, qui a procédé au recensement des populations bénéficiaires. Elle invite d'ailleurs à utiliser cette subvention à bon escient. Notre souhait, c'est que les communautés qui sont soutenues puissent évidemment en faire bonne utilisation et que ces fonds puissent effectivement être utilisés pour assister les céréales. Et si effectivement les ménages ont eu des revenus supplémentaires, qu'ils puissent également acheter aussi des animaux pour effectivement pouvoir construire les économies, pour que l'an prochain, même s'il y a une assistance, qu'il ce soit d'autres personnes. Au terme de la campagne agricole 2017-2018, la production a été déficitaire dans 22 provinces du Burkina Faso. Conséquence, plusieurs ménages sont menacés par l'insécurité alimentaire. L'aide du PAM viendra changer un tant soit peu les conditions alimentaires de ces populations. La campagne présidentielle au Mali, les 24 candidats en course poursuivent leur opération de charme. Les choses se passent surtout à l'intérieur du pays, en attendant la capitale pour les derniers meetings. À une semaine de la fin de la campagne, une question majeure, et c'est même une préoccupation, le taux de participation au scrutin. Sur plus de 8 millions d'inscrits, seulement 62,26% ont retiré leur carte. Pour les plus de 3 millions d'électeurs qui traînent le pas, les journées du 20 et du 23 juillet ont été déclarées fériées par le gouvernement malien. Question de leur permettre de s'exécuter. Constat fait sur place à Bamako par nos envoyés spéciaux Abdoulaye Baro et Aubin Guébré, qui étaient ce matin dans le centre de vote du groupe scolaire Amdalaï Marché. Le président de la sous-commission 2 de distribution de cartes d'électeurs de ce centre, que je vous invite à présent à suivre. Le matin, on était envahi, il y a de l'engouement, mais aujourd'hui, c'est vendredi, à la pause, les gens sont allés prier. Sûrement après la prière, il y aura assez de monde. Sinon, le matin, il y avait une très grande affluence. À Amdalaï Marché, nous avons à peu près 27 476 électeurs sur les PV d'émargement. Bon, sur ces 27 476, on a à peu près remis 12 000 et quelques. On est à peu près à 39% de remise des cartes d'électeurs. Il nous reste une semaine pour clôturer la remise. Ça serait très difficile d'attendre 100% de remise des cartes d'électeurs. Ça serait très difficile. Quand même, l'affluence est là. On pense dépasser les 50%, les 60% avant la fin des opérations. Tu peux jeter la pierre et cacher ta main complotant dans l'obscurité contre ton prochain. Mais aussi vrai que Dieu fait le jour et la nuit, ce qui est tombé dans l'obscurité sera ramené à la lumière. Et tôt ou tard, chacun aura ce qu'il mérite. Merci de votre fidélité à BF1. Je vous retrouve demain. Bonsoir.